Procès pénal au Burkina Faso, on a vu à travers notamment ce procès dans l'affaire Amidou Teya, on a pu savoir ce que c'est qu'un procès. On va revenir sur l'explication en tout cas des différentes compositions ou composantes du procès pénal au Burkina Faso avec notre chroniqueur. Il s'agit de Olivier Kaboré de Juristes sans frontières qui sera là pour question de droit. Il va nous parler du procès pénal au Burkina Faso et on prendra l'exemple donc de ce procès dans l'affaire Amidou Teya pour justement élucider du moins ça, donc les téléspectateurs. Ça sera tout à l'heure. Mais bien avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse suivie de la rubrique invité du jour. Et aujourd'hui, on a voulu avoir aussi l'avis du RENLAC, donc le réseau de lutte anticorruption, sur notamment ces dossiers annoncés par le procureur du Faso, dossiers où on parle de malversation, où on parle de corruption, où on parle de mauvaise gestion. On voudrait bien avoir l'opinion du RENLAC sur ces sujets-là et nous les avons invités aujourd'hui. Le RENLAC est notre invité du jour, donc on va échanger ensemble tout à l'heure. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, comment débuter cette émission sans vous dire bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission. Bonjour le Faso, nous sommes ravis de vous retrouver ce matin encore pour d'autres aventures. Alors, cette semaine, vous le savez, nous sommes installés à l'espace de nouvelles idées de Tengango, Eni, pour vous faire découvrir cet espace. Et puis, on part tout de suite et maintenant pour à la découverte de. Nous ouvrons chaque semaine un site touristique, un site politique, culturel ou traditionnel du Burkina Faso, histoire de vous faire découvrir plus le pays des hommes intègres, notre Faso, donc comme le nom de cette émission, Bonjour le Faso. Alors, cette semaine, direction Tengango pour vous faire découvrir l'espace des nouvelles idées de Tengango, dont le promoteur est en même temps le PDG de Savan Media, Elhadj Boubacar Zida Dissinaba. Je vous invite à l'écouter. Il nous parle notamment donc de ces statuts qui ont été rajoutés au niveau de cet espace, des statuts de personnalité historique qui ont marqué l'histoire du Burkina. Maintenant, les effigies aussi des présidents qui ont gouverné le Burkina Faso. Voilà. On va écouter et puis on revient. Alors, après Naba Tigré ouvrait aussi une autre figure emblématique de notre culture. Il y a Simandari Bado. Il était intronisé à Fada. Il était intronisé en 1911. Son règne n'a pas été vraiment un fleuve tranquille avec les colons. Et fut même destitué par les colons en 1952. Et bon, beaucoup de chefs ont connu les situations similaires avec les colons. Ce n'est pas les Samouris Touré seulement. Les rois Kieba, les Samouris Touré, ils ont été déportés. Etc. Même chez nous ici, il y a eu des chefs qui ne sont pas des rois, ont été aussi destitués par les colons. Donc, c'est le cas de ces rois de Fada qui a subi aussi la fureur des colons. Ensuite, vous avez le roi de Yatenga, Naba Kiba. Naba Kiba a été intronisé en 2001 à côté. C'est pas. Ces messieurs-là, on ne veut pas passer, il ne veut pas passer sans parler de ces anecdotes-là, parce que c'est un communicateur aussi. Je peux dire que c'est fait partie des premiers communicateurs voltaïques. J'explique. Naba Kiba était à Dakar. Au moment où la radio AOF émettait à Dakar, dans la sous-région ici, il n'y avait pas de radio dans les années 50. La radio qui émettait à Dakar, il y avait des langues qui ont été choisies parmi les multitudes de langues que nous avons, mais il ne figurait pas aucune langue burkinabé, voltaïque à l'époque. Donc, Gérard Congo, qui travaillait dans les cabinets du gouverneur à l'époque,
a demandé et a obtenu une transe pour animer en langue maoré. Mais l'handicap à son temps qu'on a reproché à Gérard, c'est l'absence, c'est-à-dire il est hyperement occupé et le cabinet du gouverneur. Les jours qu'il n'a pas le temps pour aller présenter les journaux, ce serait une transe vide. Et Gérard a dit qu'il a 2 personnes qui peuvent les remplacer valablement. Ces 2 personnes-là, c'est Naba Kiba et son épouse. Donc, à l'époque, l'ère du journal où la haute bataille est représentée par Gérard Kango est suivie ici à Ouagadougou, aux 2 endroits. Il y avait 2 récepteurs seulement. C'est le gouverneur et au marché de Koula. L'heure venue, les gens s'attroupent pour écouter les informations en langue maoré. Donc Naba Kiba est un journaliste, hein, il faut les respecter. Après Naba Kiba, il y a la princesse Gimbi Ouattara. Voilà une diplomate. On peut dire que c'est notre tout premier diplomate. Cette princesse de Bobo Dioulasso a su, par sa diplomatie, éviter des bains de sang à Bobo Dioulasso. Il a su vraiment concilier avec les colons qui n'ont pas vraiment fait des dégâts comme dans certaines contrées à Bobo Dioulasso. Donc, elle mérite vraiment sa place ici, raison pour laquelle nous avons fait encadrer les 2 dames, princesse Yenenga à gauche et à droite, la princesse Gimbi Ouattara. Naba Sanré de Bousma est le fils de Naba Wobogo de Bousma. Il est né le 9 septembre 1941. Il fut administrateur. Il est régné en tant que 31e roi de Bousma. Il est décédé en 2019. La particularité de Boussoumnaba Sanré, c'est sa différence avec les autres politiciens. Il a fait la politique. Il fut député à vie. Toutes les législations de notre pays, Boussoumnaba fut député. Mais il n'a jamais été des partis au pouvoir. Il a toujours compté sur sa propre force et il a toujours été élu. Donc, nous avons estimé que quand même une figure emblématique de cette envergure a sa place parmi les monuments. Effectivement, ça a coûté cher, mais moi, mon objectif, ce n'est pas l'argent. Moi, je ne suis pas né pour être riche, mais pour être utile à ma communauté. C'est ce que je suis en train de faire. Sinon, ça a coûté des millions. On a fait un travail global. Ça se chiffre en tout cas environ à une dizaine de millions. Bon, je disais tantôt que ce qu'on a pu réaliser n'est pas plus de 10% des projets. Il reste beaucoup de choses à faire. Vous voyez qu'il y a un espace libre à l'intérieur. Il y a un bâtiment qui est prévu, un bâtiment de 5 niveaux qui est prévu. Bon, ce serait une école de journalisme, de cinéastes, et beaucoup de choses vont se passer ici. Bon, en dehors de ça, on a prévu aussi une bibliothèque. Bon, il y aura un niveau qui sera considéré comme un musée où on va exposer des objets d'art. Bon, il y aura plein de choses que je ne citerai pas ici, qui vont intervenir. Si Dieu me donne longue vie, au cas contraire, que ceux qui seront toujours vivants, qui connaissent la valeur de la culture, poursuivent. Je vous donne lecture des titres des différents journaux ce matin et nous débutons avec le quotidien d'État Citoyen. Citoyen qui affiche à sa une ce matin coopération Burkina-États-Unis d'Amérique. Le Premier ministre décline ses priorités à l'ambassadeur Johan Lockhart. Dans la rubrique On murmure d'Edougou, un bébé abandonné devant une cour. Sicile, un jeune homme égorge son rival.
Coopération bilatérale, le président tchadien a reçu le ministre porte-parole du gouvernement burkinabé. Mercure, rédemption, Song. Loi de finances 2025, les 32 nouvelles mesures fiscales expliquées aux chefs d'entreprise. Relance économique, le gouvernement offre 7 tracteurs flambant neufs à la SN Sosuco. Confédération AES, le chef de la diplomatie burkinabé chez le président Goïta. On passe à présent au quotidien, le quotidien. Le quotidien qui affiche à sa une ce matin, état d'avancement du projet du mausolée Thomas Sankara. L'architecte Francis Kéré fait le point au Premier ministre. Renforcement du partenariat donc en matière de dialyse entre le Burkina et le Japon. Le ministre Kargougou visite Nipro Cooperation. Ouagadougou, le PDS Maurice Konaté, chez le Moro Naba. Coopération sino-burkinabé, la Croix-Rouge chinoise consulte des patients. On part à Bobo Dioulasso pour découvrir les titres de l'Express du Faso à présent. L'Express, le journal bobolais, qui affiche à sa une ce matin, autant le dire, révélation Côte d'Ivoire-Burkina, à qui profitera l'escalade. Alors, je rappelle que nous sommes sur la une de l'Express du Faso. Bienvenue, Paré, DG de la Sofitex. Je m'engage à piloter la société avec intégrité. La Croix-Rouge chinoise offre du matériel médical à celle burkinabé. Un colloque à Bobo pour une meilleure prise en charge des patients, donc pour parler de la santé mentale au Burkina. Report du Chan à août 2025. En attendant, l'inspection des infrastructures. Communication et culture dans les Hauts-Bassins, Boukari remplace Marguerite et Siaka. À présent, le doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga. L'Obs qui affiche ce matin traitement de la douleur, évacuation du stress, de la fatigue. Le massage a un effet antalgique qui peut réduire la prise d'anti-inflammatoires, d'après donc Dr Ahmed Camille Ouedraogo, spécialiste de rééducation. Coopération Burkina-États-Unis d'Amérique, le Premier ministre décline ses priorités à l'ambassadeur Yohan Lockhart. Désengagement militaire français en Afrique, quelle mouche a bien piqué Jupiter? Entrée et séjour des étrangers au Niger, de nouvelles mesures signées par le général Tchani. Construction mausolée Thomas Sankara. L'architecte Francis Kéré fait le point au Premier ministre. Chan, le tournoi reporté à août 2025. Coupe de l'indépendance de la Tanzanie, les Zanzibar Eros surplantent les étalons locaux. Football à la base, la FIFA veut implémenter le TDS au Burkina. On passe à présent à aujourd'hui au Faso. Ce journal affiche ce matin retour sur la réplique d'Ibé à Jupiter, piqûre de rappel de la dialectique du maître et de l'esclave. Coopération Burkina, États-Unis d'Amérique, le Premier ministre décline ses priorités à l'ambassadeur Yohan Lockhart. Renforcement de partenariat en matière de dialyse. Le ministre du Moins Kargoungou visite Nipro Cooperation. News du jour. Dans cette rubrique, on peut lire ces titres. La ministre du Moins Pélagie devant les députés. Audience du ministre Gilbert Ouedraogo auprès du président Déby Itno. Interpol arrête 200 trafiquants d'or en Afrique de l'Ouest. La 6e mission médicale chinoise remet à la Croix-Rouge burkinabé du matériel médical estimé à 1,2 million de francs CFA. Toujours à la une de aujourd'hui au Faso, construction de mausolée Thomas Sankara, l'architecte Thiébedo Francis Kéré fait le point au Premier ministre. 3e journée de souveraineté retrouvée. Au Mali, une résilience exemplaire. Armée de l'air, 23 militaires ont été décorés. On termine par la une donc, du journal Le Pays ce matin.
Alors, pour ce numéro du 15 janvier, le pays affiche à sa une construction de mausolée de Thomas Sankara. L'architecte Diébedo, Francis Kéré, fait le point au Premier ministre. Centre universitaire de Dori, le ministre Adjima Tiombiano salue la résilience des acteurs. Amélioration de la santé des populations vulnérables au Burkina, la Croix-Rouge chinoise laisse parler son cœur. Région du Sahel, le nouveau gouverneur promet d'être à la hauteur des défis. Actu Sport, Mampendouzi, COP, le Burkina perd la finale devant le Zanzibar. Ah, donc, on continue avec les titres dans Révélation. Aujourd'hui, on peut lire à la une du journal Le Pays. Affaire appel à incendier le palais du Mugunaba. Des personnalités invitées à récupérer leur matériel informatique. Arthrite et arthrose, ces petits gestes pour soulager les douleurs. C'était le dernier titre du journal Le Pays et c'était le dernier titre donc pour la revue de presse de ce matin. Merci de vous d'aller au kiosque à journaux pour vous procurer de ces journaux afin de lire les titres. Merci. On va maintenant parcourir quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps à travers la météo. En tout cas, Ouagadougou se réveille ce matin aujourd'hui avec un temps un peu plus sombre, avec de la poussière. C'était annoncé par notamment donc, les services de météorologie. Alors, c'est l'occasion de vous inviter, pour ceux qui sortent surtout à moto, donc apportez toujours le casque, c'est nécessaire, important et obligatoire à mettre bien sûr les bavettes pour se protéger de la poussière. Et puis, en passant, n'oubliez pas le beurre de karité qui est très efficace au niveau donc des narines. Protégez-vous tout simplement. Allons voir ce que dit Dame Nature dans ses autres vies d'affaires. Le Renlac représenté ici sur ce plateau par son secrétaire exécutif adjoint. Il s'agit de M. Pissiamba Ouedraogo que nous sommes ravis de retrouver ce matin. Bonjour M. Drago. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur ce plateau. Et justement, nous avons voulu avoir l'avis donc du réseau national de lutte anticorruption, le RENLAC, sur notamment ces dossiers judiciaires en lien avec la corruption et ou la malgouvernance, récemment évoqué par le procureur du Faso lors donc bien sûr de la conférence de presse, notamment organisée le 10 janvier dernier. On en parlera. Mais avant ça, c'est bien de faire le bilan quand même de l'année 2024 du RENLAC parce que nous sommes dans une nouvelle année. Déjà, on vous permet quand même vos voeux avant donc de faire le bilan. Merci de nous donner l'opportunité de présenter nos vœux les meilleurs, nos chaleureux vœux de santé, de prospérité et de succès. Merci. À tout le monde, à tous les citoyens, à Savane Média, à vous aussi, que l'année 2025 nous apporte quand même de meilleures choses par rapport à l'année 2024. Amen, on espère bien. 2024 a été pour vous aussi très mouvementé. Vous avez publié le rapport 2023 donc, sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'on retient de ce rapport, M. Drago? Merci. L'année 2024 en effet était une année d'intense activité. Et parmi les activités phares que nous avons pu mettre en œuvre, il s'agit de la publication du rapport 2023 sur l'état de la corruption au Burkina. Alors, on retient du point de vue de l'ampleur qu'il y a une baisse à 65%, 65,77%. Mais de notre point de vue, cela peut être comparé à l'ampleur de la corruption notée dans une autre période de transition, en 2015-2016, qui s'établissait à 51,80%. La lecture que nous en faisons, c'est que ces périodes de transition donnent aussi espoir de changement, n'est-ce pas, aux citoyens, et les attentes sont que, bien sûr, des efforts soient faits pour lutter contre ce fléau. C'est la lecture que nous faisons de l'ampleur qui a été révélée par le rapport de l'état de la corruption 2023.
Alors, on n'oublie pas aussi ce colloque international que vous avez organisé à l'Université Joseph Kizerbo. Quels sont les résultats aussi obtenus de ce colloque international? Alors merci, il faut même préciser que justement parmi les activités du RENLAC, il y a la production de connaissances et de savoir sur la corruption. C'est ce qui fonde la tenue du colloque qui a été organisé, rappelons-le, disons de façon spécifique par notre centre de formation et de recherche anticorruption, sur le thème, n'est-ce pas, de la corruption et le développement en Afrique. Nous retenons une chose importante, de façon unanime, tous les intervenants, tous ceux qui ont effectivement animé des thématiques, conviennent que la corruption constitue un frein au développement. Et on peut aussi retenir que la recommandation, une des recommandations que je voudrais souligner, c'est que on ne pourra pas se développer s'il n'y a pas une lutte efficace contre la corruption. C'est ce qu'on peut retenir du colloque. Bon, naturellement, il est aussi une occasion pour nous de voir qu'en réalité, le phénomène de la corruption n'est pas seulement burkinabé. Beaucoup de pays qui sont intervenus en Afrique occidentale, en Afrique centrale, ont montré que le fléau, il est mondial et il touche tous les aspects de la vie de ces différentes communautés-là. Et toujours sur le bilan des activités de RENLAC, en décembre dernier, c'était notamment les Journées nationales du refus de la corruption, en insistant surtout sur la protection des lanceurs d'alerte. Oui, la protection des lanceurs d'alerte a été une de nos préoccupations durant l'année. Et vous savez, parmi les activités importantes, les axes importants d'activité du RENLAC, il y a le plaidoyer. Et l'année 2024 et même peut-être 2023 ont été marquées par une de nos préoccupations, à savoir que nous avons initié, n'est-ce pas, un texte de loi visant à protéger les lanceurs d'alerte. Pourquoi? C'est important, le constat que nous faisons, c'est que ceux qui signalent, ceux qui donnent l'information, qui révèlent des faits de corruption dans les services et dans le pays de façon générale, certains ont été poursuivis et ils ont été condamnés. Mais le constat général, c'est que ils ont été tous persécutés. Alors que, au lieu donc de regarder les faits qui ont été donc signalés, on s'en prend aux citoyens qui, de notre point de vue, en signalant un fait de corruption, prend à son compte de participer à la défense de l'intérêt général. Alors, si bien que pour nous, le lanceur d'alerte est un des piliers qui participe à la lutte anticorruption. Si on n'a pas l'information, si on n'a pas de faits à partir desquels on peut mener des investigations pour révéler, n'est-ce pas, des situations de corruption, on ne peut pas lutter contre la corruption. Donc, leur place est très importante, j'allais même dire capitale. Et les journées étaient destinées d'une part, bien sûr, à le dire aux citoyens qu'ils ont le devoir de dénoncer, d'informer, mais aussi d'interpeller l'autorité pour que ensemble on convienne de prendre des dispositions légales pour permettre à ceux qui ont l'information effectivement d'être protégés et de participer à la lutte contre la corruption. Bien sûr. Alors, 2024, pour parler maintenant de l'actualité, a été marqué par le procès détournement de fonds
au ministère de l'Action humanitaire avec Amidou Téhan et les 3 autres. Donc, le RENLAC était constitué en partie civile. On a tous suivi le procès donc, au niveau de la télévision. Et pour une fois, c'était vraiment à la télé, en direct en plus de la télévision nationale. Le verdict est tombé. Alors, est-ce que vous êtes satisfait de ce verdict? Bien, oui, je pourrais dire que là où nous tirons une grande satisfaction, c'est d'avoir pris part au débat, et parce que l'objectif étant, pour nous, dans ce genre de dossier, de contribuer à la manifestation de la vérité. Nous pensons également que quand on regarde le déroulement du procès, on pense que chacun, aussi bien les professionnels que les présumés coupables et autres, ont eu la liberté, ils ont eu le loisir de répondre aux questions, de fournir des explications. Et c'est là, de notre point de vue, c'est l'ensemble de ces informations avec bien sûr les éléments d'enquête qui permettent au juge de se prononcer. Donc bon, on pense que c'est conformément au texte que ces décisions-là ont été rendues. Et c'était important pour le RENLAC d'être présent à ce procès? Oui, c'était important parce que d'abord pour marquer toujours notre intérêt par rapport à la répression des actes de corruption. Et ensuite, c'est aussi des opportunités qui nous permettent de participer à l'éducation citoyenne. Et ensuite, on peut dire également que participer à ce procès permet en tout cas de faire entendre la voix du RENLAC, la position du réseau par rapport aux différentes raisons ou en tout cas les causes qui ont prévalu à ce qu'un certain nombre de phénomènes se passent. Parlons maintenant des autres dossiers à venir. Alors, le 10 janvier dernier, le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouattara 1, a annoncé l'ouverture de dossiers judiciaires. Je veux parler bien sûr de M. Blaise Bazier, qui a annoncé l'ouverture de dossiers judiciaires, parmi lesquels la suite de l'affaire Téhan. On parle maintenant de l'affaire Camille et autres. Et quel est votre commentaire à ce sujet? Alors, le commentaire qu'on peut en faire, c'est que nous avons, comme vous et moi, de grandes attentes de cette deuxième partie, on pourrait l'appeler comme ça, du dossier Téhan. Pourquoi? Parce que le tout premier procès a fait comme des ouvertures, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de faits, des noms ont été cités. Bon, manifestement, il s'avère juste, comme d'ailleurs certains acteurs de la justice l'ont rappelé, d'investiguer davantage pour effectivement faire la lumière sur cette partie et que ceux qui ont été cités, mais qui ne faisaient pas partie du premier procès qui vient de s'achever, puissent venir en réalité répondre et situer le citoyen par rapport à la vérité des choses. Donc pour nous, nous on pense et on souhaite que les investigations soient assez faites avec beaucoup d'attention, beaucoup donc de professionnalisme, pour faire en sorte que nous puissions voir clair sur cette question et que le citoyen puisse davantage, en tout cas, savoir ce qui s'est réellement passé. Et parlant toujours de dossiers, le procureur du Faso a annoncé aussi l'ouverture d'autres dossiers judiciaires. Quel est votre avis sur l'affaire Bala Sakandé poursuivie pour des faits de détournement, de deniers publics, octroi d'avantages injustifiés, de blanchiment de capitaux? Bien, alors notre avis d'abord s'appuie sur le fait que tous ceux qui ont assumé des grandes
des responsabilités, j'allais dire, tout court, dans ce pays, ils doivent rendre compte. Donc le fait, n'est-ce pas, d'évoquer, disons, un dossier relatif à M. Bala Sakandé, ça ne doit pas être un phénomène particulier. Il doit répondre des actes qu'il a eu à poser en tant que responsable. Dans tous les cas, au niveau du RENLAC, déjà à l'époque, dans les années 2021, nous n'avons pas manqué de dire qu'il faut mettre un haut là par rapport aux libertés que certaines personnes se donnaient dans l'utilisation du denier public dans un sens, en tout cas que nous pensions n'était pas conforme aux procédures. Bon, du reste, dans le rapport, les rapports d'ailleurs, 2019 et 2020, si mes souvenirs sont bons, ces questions-là ont été traitées. Donc, M. Bala Sakandé, s'il y a des faits, effectivement, il doit venir s'expliquer et rendre compte de ce qu'il a eu à faire. En tout cas, pour le RENLAC, c'est tout à fait normal. Il y a cette affaire aussi de réhabilitation du stade du 4 août. Alors, on parle de la mise en examen de 4 personnes, dont 4 personnes et des sociétés aussi, dont l'ancien ministre Dominique Nana. On parle aussi de suspicion de surfacturation, de conflit d'intérêts et d'autres infractions. Quelles sont vos attentes de ces jugements? Bon, les attentes par rapport à ce jugement éventuel, c'est qu'il faut également faire la lumière, surtout que sur ce dossier particulier, les informations ont été rendues publiques relativement au déblocage de l'argent. Alors comment se fait-il que de l'argent soit débloqué, des entreprises soient engagées, et que plusieurs années après, on se retrouve, on n'a ni l'argent, ni le stade rénové, et mieux, pour que les étalons jouent, on est obligé d'aller louer des stades. On a notre équipe qui se promène dans l'Afrique de l'Ouest pour jouer ces éliminatoires avec tout ce que cela peut avoir comme conséquence, notamment au niveau financier. Donc, pour nous, c'est très important que ce dossier-là puisse vraiment nous permettre de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé et quelles sont les responsabilités à situer et que, bon, naturellement, la loi s'applique. Est-ce qu'on va retrouver encore le RENLAC sur certains jugements? Oui, le RENLAC est disponible et apportera, quoi qu'il en soit, sa contribution à la manifestation de la vérité dans tous les dossiers. Donc, en son temps, on avisera en fonction donc de l'examen que nous ferons donc des différents dossiers qui viennent. Avec ces dossiers qui ont été annoncés, et déjà avec le jugement de l'affaire T1, ensuite la suite qui est annoncée, les autres dossiers, est-ce que vous pensez que c'est le travail du RENLAC qui a duré quand même des années pour sensibiliser, avertir, alerter sur la corruption, la malgouvernance qui est en train de porter fruit aujourd'hui? Bien, je crois que c'est une question intéressante, mais de notre point de vue, le RENLAC est une association qui certes a une détermination qui, je pense, en 27 ans, a été quand même plus ou moins exprimée dans le paysage des associations dans notre pays. Mais de notre point de vue, la culture que nous avons au niveau du réseau, cela nous fait dire que ce que vous appelez les fruits, le RENLAC a contribué. Parce que réellement, dans un pays, ce qui fait avancer l'histoire, ce n'est pas des simples groupes, mais ce sont les populations. Et pour justement illustrer cela, vous êtes d'accord avec moi que en 2015, avec l'adoption de la loi 04 sur la prévention et la répression de la corruption au Burkina Faso, cette loi-là est présentée, mais en tout cas dans la sous-région, comme étant
effectivement une des meilleures lois qui rit. Donc, et pourquoi il y a eu ça? C'est bien sûr, les populations ont manifesté. Nous étions en transition et cela a créé les circonstances pour l'adoption de cette loi. Si bien que pour nous, les fruits ou l'évolution de la lutte anticorruption, d'abord, comme on dit, le propriétaire de dossier, ce sont les citoyens, ce sont les populations. Et notre réseau, ici, qui est composé de citoyens, y participe. La justice annonce l'opération quasi vite, avec près de 2000 dossiers à juger entre donc, le 20 et le 30 janvier prochain. Qu'est-ce que le RENLAC attend de cette opération quasi vite? Ah oui, opération quasi vide, pour nous, c'est très important. Et nos attentes, c'est que c'est vrai qu'on veut que les dossiers soient jugés, mais nous souhaitons que l'on ne perde pas de vue l'attention dans la préparation de ces dossiers et qu'on y mette beaucoup de professionnalisme et qu'à la fin, tous ceux qui vont effectivement écouter ou prendre connaissance des décisions judiciaires reconnaissent et disent que justice a été faite. Donc nos attentes, c'est vraiment l'attention, vraiment le professionnalisme, le sérieux, n'est-ce pas, pour travailler et vider effectivement les casiers. On sait qu'il y a forcément des dossiers donc, de corruption, oui, et des dossiers aussi d'autres infractions. D'autres natures, oui, c'est ça, tout à fait. Alors, nous sommes en 2025, comme on le disait en début d'entretien. Quelles sont les activités du RENLAC pour 2025 ou vos perspectives? Bien, oui. Bien sûr, en début, le bilan, nous avons seulement parlé du rapport. Pour 2025, nos préoccupations, je pourrais citer quelques-unes, les plus importantes. D'abord, c'est renforcer notre association. Il faut que nous puissions développer les activités pour le renforcement institutionnel. Bien sûr, cela appelle à se resserrer les coudes, à faire des efforts pour la mobilisation des ressources. En deuxième lieu, je disais par rapport au colloque, c'est lui qui est la structure en pointe du réseau qui a effectivement organisé le colloque, c'est le Centre de formation et de recherche anticorruption. Et nous pensons en 2025 œuvrer à lui donner beaucoup plus de force, beaucoup plus de place, beaucoup plus d'efficacité. Naturellement, nous avons un défi important, à savoir que notre plan stratégique 2021-2025 va à son terme. Il nous faut évaluer le plan stratégique qui s'achève et élaborer un nouveau. Et nous pensons, bon, que voilà un peu, bien sûr, les défis qui se dressent devant nous. Et nous pouvons compter sur les citoyens et leur soutien pour pouvoir aller de l'avant. Mais vous avez aussi agrandi les locaux du RENLAC pour certainement multiplier aussi vos actions, vos activités. Oui, l'agrandissement que vous avez constaté, justement, c'est le centre de formation et de recherche que nous avons construit. Okay. Et que, comme je disais tantôt, 2025, nous pensons lui donner une autre envergure si tout va bien. Et cela fait partie donc des processus de renforcement de notre réseau. Merci beaucoup, M. Pissiamba Ouedraogo. Un mot de fin avant qu'on se dise au revoir. D'abord, merci pour Savane TV, encore une fois, de nous permettre donc d'intervenir. En tout cas, nous pensons que nous poursuivrons en 2025 notre action pour la promotion, n'est-ce pas, de la lutte contre la corruption. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que M. Pissiamba Ouedraogo est le secrétaire exécutif adjoint du RENLAC, le réseau national de lutte contre la corruption, le réseau national anticorruption. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui.
Marquons une petite pause et on revient. Et pour question de droit, aujourd'hui, nous recevons Olivier Caboret de Juristes sans frontières pour ce thème. Il est bien installé sur ce plateau. Bonjour Olivier. Bonjour Abzeta et bonjour aux téléspectateurs. Bienvenue à toi. Merci. Alors Olivier, on s'intéresse au procès pénal au Burkina et bien sûr l'actualité en lien avec ça, c'est notamment l'affaire Théa et autres que nous avons pu suivre. Et je pense que ça a été vraiment une découverte et une leçon aussi, non, un apprentissage pour beaucoup de Burkinabés qui ne savaient même pas comment le tribunal était constitué, quoi. C'est encore l'occasion pour nous de découvrir ce que c'est qu'un procès pénal et les différentes parties aussi qu'on retrouve dans ce procès. Donc commençons quand même par nous expliquer de quoi il s'agit quand on parle de procès pénal. Alors, avant de répondre à votre question, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, j'apprécie à la hauteur de ma personne la valeur pédagogique du procès Théa. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, moi j'étais vraiment content parce que ça a permis de faire ce que nous avons décidé de faire depuis 2018, c'est-à-dire donner l'information sur les questions juridiques à notre peuple. Et ça a permis vraiment à beaucoup de personnes de comprendre comment la justice fonctionne et comment elle est organisée. Alors, déjà, pour revenir maintenant à votre question, c'est quoi un procès pénal? Le procès pénal peut se définir comme étant tout simplement une procédure visant à déterminer la culpabilité ou l'innocence d'une personne mise en cause. Ou, si vous voulez, en des termes simples, c'est tout simplement une procédure qui vise à juger une personne qu'on soupçonne d'avoir enfreint une règle de la société. On s'est dit la personne a commis peut-être un délit ou un crime. Et il faut le juger pour trouver s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que le procès pénal est organisé et dirigé par les acteurs de la justice. Et on peut saisir les juridictions de jugement par plusieurs voies, notamment par ce qu'on appelle la comparution volontaire des parties ou ce qu'on appelle la citation directe qu'on a déjà vu ici, ou encore par la procédure de flagrant délit. Mais quoi qu'il en soit, l'organisation du procès peut se scinder en 6 phases. La première phase, c'est la phase de l'enquête préliminaire. Dans cette phase, les autorités judiciaires ont vent de la commission d'une infraction. Ils ont l'information qu'une infraction a été perpétrée à quelque part. Et ils diligentent ce qu'on appelle une enquête préliminaire pour avoir les différents éléments pouvant permettre au juge ou du moins au procureur d'apprécier. Les OPJ, les officiers de police judiciaire, vont chercher qui a commis l'infraction, c'est quelle qualification, et ils vont envoyer toutes ces informations au procureur qui décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre. Maintenant, au regard de l'infraction, si c'est une infraction grave, un délit complexe plutôt, ou un crime, une infraction qui est grave, le procureur peut décider de toucher un autre juge, ce qu'on appelle le juge d'instruction. C'est la deuxième phase. Et le juge d'instruction qui est plus aguerri va faire des enquêtes approfondies pour déterminer la vérité. Lui, il fait les enquêtes dans le sens de faire manifester la vérité, déterminer réellement ce qui s'est passé pour la commission de l'infraction. Et quand le juge d'instruction rassemble ces différents éléments, il l'envoie à la juridiction de jugement. Et c'est la troisième phase, l'audience. Ça veut dire qu'il rassemble ces éléments qu'il a eus, il l'envoie à la juridiction de jugement et au cours de l'audience, on débat des éléments les éléments de preuve que les parties viennent pour présenter. Il y a la partie accusée, il y a la partie aussi qui se défend, il y a la partie qui se défend, qui est la partie qu'on accuse, et il y a la victime. Et il y a le procureur aussi qui est là pour défendre la société. Par exemple, ce que nous... Ok, je te laisse... Allez-y. Par exemple, ce que nous, on a vu à la télé,
Ça, c'est la partie audience. Voilà, Ok. c'était l'audience où voilà, on permettait aux gens de donner leurs prétentions. Chacun vient et il dit j'ai fait ça parce que il y a eu cela, il y a eu cela. Ok. Voilà, chacun se défend librement et envoie les arguments et les preuves qu'il a pour pouvoir assurer sa défense. D'accord. Après l'audience, après les différents débats, c'est la phase du contradictoire. Les juristes disent que c'est la phase du contradictoire. Après les différents débats, on rentre dans la quatrième phase. Et dans cette quatrième phase-là, c'est la phase même du jugement. Ça veut dire que le juge Oui. qui est assis et qui écoute ce que les uns et les autres disent, rassemble tous les éléments et vérifie les éléments de droit. La loi dit quoi sur la question et s'appuie sur ça et son intime conviction pour prendre une décision. Donc, en principe, le procès pénal s'arrête là. Ok. Mais éventuellement, il y a une cinquième phase qu'on appelle les voies de recours. Si la décision que le juge va prendre ne satisfait pas la personne, ou la personne trouve que, bon, on peut mieux juger, parce que pour elle, il y a des éléments qui n'ont pas été pris en compte, elle peut aller dans un second degré de justice. Ça veut dire que nous avons un système où on peut être jugé dans une première instance et après aller dans un second degré si on n'est pas satisfait. Donc, généralement, le tribunal de grande instance est la juridiction de première instance. Si là-bas, la décision ne vous satisfait pas, vous pouvez interjeter appel. Et interjeter appel, c'est de demander à une juridiction supérieure de pouvoir quand même donner son point de vue sur la question. D'accord. Voilà. Maintenant, si on passe plutôt l'étape des voies de recours, on tombe sur ce qu'on appelle l'exécution de la décision. D'accord. Voilà. Par exemple, si le juge a condamné la personne à faire la prison ou à payer des dommages et intérêts ou même à payer des indemnités, dans la phase d'exécution, on s'assure que la personne puisse vraiment purger sa peine. Donc le procès ne s'arrête pas à l'audience où on donne la décision et puis voilà, vous êtes condamné. Et donc ça va jusqu'à suivre. Tout à fait. D'accord, l'exécution de la sentence. On comprend, hein, Olivier, que vraiment c'est plusieurs étapes. Donc à partir même de l'enquête préliminaire jusqu'à l'exécution de la décision. Ok. Maintenant, on reste sur l'audience parce que c'est vraiment à travers surtout ce procès dans l'affaire Théan qu'on a vu, on a entendu les noms de ceux qui composaient le tribunal et tout. Et par exemple, le procureur, on entendait dire monsieur le procureur, monsieur le... C'est quoi son rôle en fait dans le procès pénal? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le procureur est l'élément déclencheur, si je peux le dire, du procès pénal. Et il reçoit les plaintes et les dénonciations et il décide de la suite à leur donner. Okay. Et quand il a l'information que l'infraction est là, c'est lui qui décide de poursuivre ou de ne pas poursuivre selon les éléments qu'il a à son niveau, selon les éléments de preuve qu'il a à son niveau. On dit que le procureur juge de l'opportunité des poursuites. Okay. Maintenant, son rôle dans le procès Théan, c'est de défendre la société. Le procureur défend la société, défend l'intérêt de la société et défend la loi. Il s'assure que la loi soit respectée, que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Parce que pour lui, la société organise les lois ou du moins le peuple décide des lois par le biais des élus du peuple, l'Assemblée nationale. Et quand les lois sont votées, il faut quelqu'un pour s'assurer que ces lois-là puissent être respectées. Et ça, c'est le rôle du procureur. Donc, la loi pénale qui est votée, le procureur fait tout pour que la société, tout le monde puisse quand même respecter cette loi. Et quand quelqu'un viole une règle de cette loi-là, il intervient maintenant pour appliquer la sanction. Ou du moins pour demander à ce que la sanction puisse être appliquée. Oui. Donc c'est le défenseur de l'État. On comprend maintenant pourquoi dans l'affaire Théa, il disait... Le défenseur de la société. Le défenseur de la société. Il disait dans l'affaire Théa, le procureur, que de faire, il faut que l'État puisse
recouvrer en fait ce qui peut être encore Tout à fait. récupéré et tout. Dans l'intérêt de tout le monde. Ah ouais, voilà. Alors, parlons maintenant du greffier. C'est quoi son rôle? Alors, le greffier est l'auxiliaire de justice le plus proche du juge. Et lui, son rôle, c'est principalement pendant l'audience et au cours du procès, son rôle, c'est de constituer la mémoire du procès. Ça veut dire que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait au cours de l'audience, le greffier va consigner tout ça. Ou si vous voulez, il va noter tout ça. De telle sorte que si demain, on a besoin d'éléments qui a été dit, qui puissent quand même faire sortir les différents éléments qui montrent qu'un tel avait dit cela au cours de l'audience. Mais son rôle va au-delà de ça. Ça, c'est à l'audience. Hormis l'audience, il s'assure... À l'audience, juste pour préciser, pendant l'audience, il parle Non, pas. non, non, il parle pas. Oui, ce qu'on a remarqué. Non, il est là, il s'occupe de tout consigner. Au contraire, s'il parle, il ne pourra pas faire son travail. Ok, Voilà. je vois. Lui, il écoute tout le monde et vraiment, il prend l'essentiel de tout ce qui a été dit. Ok. Voilà. Maintenant, hormis l'audience, quand vous voulez porter plainte, en justice, quand vous partez, c'est lui qui va vous accueillir, c'est lui qui va vous donner les informations nécessaires. En tout cas, il a un rôle principal dans le fonctionnement de la justice. Je peux même dire que sans lui, il n'y a pas de procès pénal. Voilà. D'accord, ça c'est pour le greffier. Alors, dans le procès aussi Théan, comme je l'ai dit, c'était vraiment la leçon qu'on a pu donner, on a pu apprendre à travers ce jugement-là. On a vu aussi une personne qu'on appelait agent judiciaire de l'État. Agent judiciaire de l'État, c'est quoi son rôle? L'AJE. L'AJE. Ah, ok. L'agent judiciaire de l'État est aussi un auxiliaire de justice. Il a été institué par la loi 008-2019/AN portant statut de l'agent judiciaire de l'État. Dans le procès pénal, l'agent judiciaire intervient pour représenter l'État. Il représente l'État et veille à la défense des intérêts de l'État. Voilà, son rôle principal, c'est ça, défendre l'État. Comme l'État, quand on dit l'État, l'État c'est qui? Ben, on dit que c'est nous, non? Voilà, donc il faut quelqu'un pour défendre l'État en tant qu'administration. Ok. Voilà, donc c'est lui qui intervient pour représenter l'État et défendre les intérêts de l'État. Il peut se faire assister dans son boulot par des avocats s'il veut, mais généralement, la loi dit que ça doit être une personne déjà aguerrie des questions judiciaires, des questions de droit. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est vraiment aguerri sur un certain nombre de domaines et il a la possibilité de prendre des gens pour l'épauler. Et ces gens aussi ont une composition vraiment cosmopolite. Ça veut dire qu'il y a toutes les professions dedans qui l'aident à faire son travail. Mais hormis son intervention et sa représentation, sa mission de représentation et de défense de l'État, il intervient aussi pour faire exécuter les décisions de justice impliquant l'État. Ok. Quand l'État est condamné à payer des dommages et intérêts, à indemniser quelqu'un par exemple, c'est lui qui intervient pour s'occuper de ça. Quand on condamne quelqu'un aussi à payer à l'État, à indemniser l'État, c'est lui qui intervient pour s'assurer que la personne puisse indemniser l'État. Et aussi, pour finir, il s'occupe de l'assurance de l'État, si on peut le dire, en matière d'automobile. Ça veut dire que les accidents impliquant les moyens roulants de l'État, c'est lui qui intervient comme assureur. S'il y a des indemnisations à faire, c'est lui qui intervient pour indemniser. Ma question maintenant concernant surtout l'audience, lors de l'audience, est-ce que le procureur et l'agent judiciaire de l'État ne jouent pas pratiquement le même rôle, puisque je parle de défendre l'État? Ok, vous faites bien de poser la question parce qu'elle est très pertinente et effectivement, plusieurs personnes pendant le procès nous a interpellés par rapport à cela. Voilà, parce que
il y avait une confusion entre le rôle du procureur et le rôle de l'agent judiciaire de l'État. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il joue deux rôles différents. Il joue pratiquement deux rôles différents parce que l'agent judiciaire de l'État défend l'État en tant qu'administration. Voilà. Il défend l'État en tant qu'administration, pas en tant qu'entité générale où nous tous nous sommes. Non, en tant qu'administration. Les ministères, et les directions publiques, voilà. Ce sont ces institutions que l'agent judiciaire de l'État défend. Donc l'État en tant qu'administration. Okay. Maintenant, le procureur, il défend la société. Lui, il défend nous tous. Voilà. On peut dire ça comme ça. Lui, il défend la société dans sa globalité. Donc lui, il a un rôle un peu plus large. Il arrive des moments où le procureur n'est pas d'accord avec l'agent judiciaire de l'État. Ça veut dire qu'il y a des cas où le procureur même demande qu'on relaxe la personne qu'on poursuit, que l'État veut poursuivre, parce qu'il trouve que la règle de droit n'a pas été violée, ou il n'a pas suffisamment d'éléments pour demander la sanction de la personne. Okay. Donc, du coup, ils font pas... C'est vrai que dans une acceptation simple, on peut dire qu'ils font la même chose, mais au fond, non. Non, c'est pas la même chose. Yeah. Dans l'affaire Théan, on a vu qu'il y avait 3 juges. Pourquoi? Est-ce qu'un seul juge ne suffisait pas pour gérer l'affaire? Nous, dans notre système judiciaire, il y a un principe qu'on appelle le principe de collégialité. Okay. Et ce principe exige que les décisions rendues par les cours et les tribunaux soient rendues par une formation collégiale impaire d'au moins 3 juges. Voilà. Ça veut dire que quand il y a un jugement, il faut une formation collégiale, ça c'est le premier point. Et il faut que cette formation collégiale soit impaire et il faut qu'il y ait au moins 3 juges. Ça veut dire que si ils n'étaient pas 3 et qu'ils avaient pris une décision, la décision pouvait être nulle. Voilà, la loi fait obligation qu'ils soient 3. Pourquoi? Parce que quand ils sont 3, ils garantissent quand même un peu ce qu'on appelle l'impartialité et l'indépendance de la justice. Et puis, une seule personne peut prendre une bonne décision, mais quand on est 3, on prend une décision qui est meilleure. Voilà. Bien sûr. Et quand il y a divergence d'idées aussi. Voilà, on arrive à se concilier et à trouver le juste milieu. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cas où la loi permet aux juges de prendre des décisions seuls. C'est ce qu'on appelle les ordonnances. Et généralement, ce sont les ordonnances rendues par le juge d'instruction ou par la juridiction des enfants. Donc, dans ces cas-là, le juge a la possibilité de prendre les décisions seul. Sinon, dans le principe, il faut qu'il soit 3 au minimum pour prendre la décision. D'accord. Olivier, on va devoir s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, ce procès, c'était vraiment un apprentissage pour le peuple burkinabé, beaucoup de Burkinabés. Donc, on verra la possibilité de revenir sur le rôle des avocats, des autres composantes lors de l'audience. Et ça sera aussi dans un autre numéro. Merci à toi. Et puis, je rappelle que l'association Juristes Sans Frontières, c'est une association aussi qui accompagne souvent, qui accompagne généralement donc ces personnes aussi qui ne s'y connaissent pas tellement en matière de droit et qui ont besoin d'assistance. Voilà, donc vous le faites bénévolement. Oui, merci. Nous sommes une association à but non lucratif. C'est ça, c'est bien de le rappeler. Merci beaucoup. Et puis on va s'arrêter ici pour l'émission d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, jeudi, pour d'autres aventures. Portez-vous bien et on se dit